on commence notre live. Donc, encore une fois, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à la radio sur le Mayouri Campus. Donc, 107.6 sur la fréquence cayennaise et 89.2 sur la fréquence saint-laurentaise. Donc, je le précise quand même, Radio Mayouri Campus est officiellement implanté à Saint-Laurent. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et on va pouvoir donc diffuser encore plus et c'est juste génial. Donc on va attaquer le vif du sujet, la solitude et l'isolement. On est beaucoup en fait à être victime de ça et c'est pas facile à gérer. Et j'ai étudié le sujet, j'ai appris beaucoup de choses et c'est très intéressant. Donc on attaque. Déjà, faut comprendre que la solitude, faut comprendre ce que c'est. On va avoir la solitude objective, la solitude subjective, la solitude choisie, la solitude subie, c'est pas évident. Et aussi parfois on parle d'isolement. On peut confondre isolement et solitude. On va voir qu'il y a l'isolement social, l'isolement émotionnel, et il y a plein de bonnes choses à aborder. Donc, dans un premier temps, pour vous, c'est quoi la solitude? Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes seul, et on va voir qu'il y a une différence quand même entre être seul et entre se sentir seul, parce que c'est pas parce que vous vous sentez seul que vous êtes forcément seul physiquement, d'accord? Donc, en général, quand on vous parle de solitude ou quand vous vous sentez seul, ça va être un peu, la solitude, c'est quoi? J'ai aucun rapport avec les autres, je suis seul, je suis dans un état de souffrance sociale. La souffrance sociale, c'est en fait un état qui explique que comme vous n'avez pas suffisamment de rapport avec les autres, vous ressentez une forme de douleur justement qui va vous pousser à avoir un contact avec les autres qui va vous pousser à aller chercher des connexions sociales. Donc, c'est ça la souffrance sociale. Donc, selon Weiss, en fait, qui est un psychologue américain et qui est donc spécialiste de la solitude et qui a beaucoup étudié ce phénomène, en fait, il nous explique que la solitude, c'est soit un isolement émotionnel ou un isolement social. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai demandé, voilà, à tous ceux qui regardent mes stories, en fait, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'isolement émotionnel? Et ça, on va revenir dessus tout à l'heure sur le live. Et on va voir aussi ce que c'est l'isolement social, d'accord? Donc, souvent, on dit que la solitude s'accompagne de ce sentiment de vide, d'anxiété, d'agitation et de marginalisation. Donc, quand on est seul, on a vraiment l'impression qu'on est mis de côté, que la société, en fait, elle tourne sans nous. Et on va essayer vraiment de comprendre ce qu'est la solitude pour ensuite aller chercher des solutions, justement, pour lutter contre ce phénomène. Donc, comme je vous le disais, la solitude, c'est aussi le manque de connexion sociale. Vous n'avez pas assez de personnes dans votre vie, pas assez d'amis. Parfois, on se sent seul aussi quand on est célibataire. Et il y a des gens, en fait, qui vont vous dire, je suis en couple avec une personne, ça ne marche pas plus que ça, mais j'ai peur d'être célibataire. Et on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette peur du célibat, puisque quelque part, c'est avoir peur d'être célibataire, c'est avoir peur d'être avec soi-même. Et ça, c'est un problème, d'accord? Donc, notre rapport à soi est erroné et il y a un problème qui peut venir de plus loin. Ça peut être quelque chose qui vient de beaucoup plus longtemps. Ça peut être quelque chose de familial, d'accord? Donc, en gros, le manque de connexion sociale sera associé à un sentiment d'insécurité et de danger. Plus vous êtes seul, plus vous avez l'impression d'être isolé et plus vous avez l'impression d'être en danger finalement, d'être dans une situation qui n'est pas sûre pour vous. Donc là, je vous donne un peu les idées globales qu'on a sur la solitude. Donc c'est l'impression d'isolement et on va voir que les termes, si vous voulez, on parle souvent d'isolement, de solitude à tort en fait, parce que ce sont des termes qu'il faut bien comprendre pour bien les utiliser. Donc on a l'impression qu'on est isolé, on est dans un état de tristesse, on a un manque, une incomplétude, il nous manque quelque chose. On est incompris par les autres parfois. Et cette incompréhension cette incompréhension-là va faire qu'on va se sentir isolé. Et on est aussi laissé pour compte, exclu, jugé, différent, bref, tout un tas d'états dans lesquels on est et qui nous poussent finalement à penser qu'on est isolé et à se sentir seul. Alors maintenant, on va parler de la solitude objective et solitude subjective. Moi, je savais pas. Quand je suis arrivé en métropole, je me suis vraiment senti seul. Déjà, je quitte ma Guyane, j'arrive à 8000 km, j'ai pas beaucoup de famille ici et je passe beaucoup de temps seul en réalité et j'ai connu ce sentiment de solitude et cette solitude objective. Donc, il y a deux formes de solitude, les amis. Il y a la solitude objective et la solitude subjective.
Et en fait, il y a une spécialiste qui explique que pour elle, la solitude objective, c'est un fait observable. Ça veut dire que vous êtes chez vous, vous êtes seul physiquement, il n'y a personne, vous êtes là, vous êtes seul. Ça, c'est la solitude objective, vous êtes la seule personne présente quelque part. D'accord? Donc, quelque part, c'est une forme d'isolement, c'est un peu la privation de compagnie humaine et la mise hors du circuit social. Donc, en général, les personnes qui connaissent une réelle solitude objective, et d'ailleurs, j'irai un peu plus loin, un isolement social, ce sera plutôt les personnes âgées et les SDF. Et je vous avoue qu'en étudiant ce sujet-là, j'ai revu un peu ma vision des sans domicile fixe et je me rends compte que c'est difficile à vivre en fait, cette exclusion sociale finalement. Donc retenez bien ça. Solitude objective, vous êtes seul physiquement. La solitude subjective maintenant, c'est un phénomène en fait qui va plus être lié à votre vécu, à vos émotions, quelque chose qui va être propre à vous. Et on va voir que la solitude objective va dépendre de votre propre vision. Elle pourra même dépendre de la génétique. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est incroyable parce que génétiquement, on va être plus ou moins habilité à lutter contre la solitude. Certaines personnes vont avoir plus de facilité à justement gérer ces moments de solitude-là que d'autres, même génétiquement parlant. Donc, parfois, vous allez vous apitoyer sur votre sort alors que c'est beaucoup plus compliqué que vous ne l'imaginez. Donc voilà, en fait, c'est vraiment la solitude subjective, c'est un état d'âme que vous ressentez, c'est un mode émotionnel qui peut être douloureux et on va revenir dessus. Donc, le sentiment de solitude, c'est un isolement social et ça crée quelque part un mal de vivre. Donc, on peut se sentir seul et en souffrir. Ça, c'est le sentiment de solitude. C'est vraiment ce que on va souvent se dire, je me sens seul. Et parfois, c'est surtout quand on est entouré de personnes, mais qu'on est incompris, qu'on se sent le plus seul. Parce que c'est facile d'être seul finalement. Je suis seul chez moi, vous êtes seul chez vous, vous vous sentez seul. Bon, oui, vous êtes seul, c'est un peu normal que vous vous sentiez seul. Et j'étais en train de me rendre compte que même si je passe beaucoup de temps seul chez moi, je ne me sens pas seul pour autant en fait. C'est à des moments ponctuels que je vais me sentir seul. Et comment je fais pour ne pas me sentir seul alors que je le suis physiquement? On va revenir dessus. Et ce qui est intéressant aussi, une fois qu'on a compris qu'il y a la solitude objective et la solitude subjective, c'est qu'il y a la solitude choisie et la solitude subie. Alors ça, c'est difficile parce que certaines personnes choisissent d'être seules. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime être seul. J'aime avoir du temps pour moi. Si je dois passer du temps avec des personnes qui ne m'apportent rien, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin de ce moment de solitude pour faire le point avec moi-même. Comment vous sentez par rapport à cette solitude? Ça, c'est une solitude choisie. On fait le choix d'être seul parce qu'on a envie de passer du temps avec soi, on a envie de méditer, de faire le point avec nous-mêmes. Par contre, la solitude subie, c'est ce qui est le plus difficile. C'est par exemple les personnes âgées qui sont laissées pour compte, et ça, c'est une réalité, qui sont un peu mises de côté. Ça va être les SDF aussi, finalement, les personnes sans domicile fixe qui vont subir quelque part cette solitude et qui ne veulent pas rester seules. On va avoir aussi des personnes qui vont vouloir avoir du contact social, mais qui vont subir une solitude, soit parce qu'ils sont incompris, soit parce qu'ils sont dans le mauvais environnement, et ça, c'est très difficile. Donc maintenant, on va essayer de voir, en fait, pourquoi on se sent seul finalement. Je me sens seul, pourquoi? Ça, c'est une partie que j'ai intitulée comme ça. On va se sentir seul parfois parce qu'on n'a personne dans sa vie. Mais vous savez, j'ai envie de dire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent être mal accompagnés que seuls. Alors, sincèrement, il faut faire le point avec soi-même et vous devez relever votre estime de vous-même. Lorsque vous relevez votre estime de vous-même, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Vous savez ce que vous avez le droit d'avoir, vous savez ce que vous méritez et surtout vous savez ce que vous ne méritez pas, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. Alors, bonjour Koa Oma de Guyane, donc qui nous rejoint sur le live. Donc, on parle de la solitude et de l'isolement. Donc là, on a déjà abordé la solitude objective et subjective et là, on parlait de la solitude choisie et subie. Donc aujourd'hui, c'est le thème que j'ai décidé d'aborder avec vous, qui selon moi est un thème très intéressant et qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne l'imagine. Donc, je me sens seul, mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a seulement ma famille qu'il y a autour de moi. Je n'ai pas d'amis, même au travail, il y a des gens, mais finalement, je ne crée pas vraiment de liens sociaux avec eux. Et il n'y a que ma famille autour de moi. Il n'y a personne avec qui je pourrais partager mes expériences,
mes émotions et je me sens seul. Et justement, par rapport aux émotions, on va arriver tout à l'heure sur l'isolement émotionnel et les conséquences que ça peut avoir justement sur une personne. Donc, je n'ai personne avec qui partager mes expériences, mes émotions. Je suis dans un état de frustration et je sais peut-être que certaines personnes pourront justement témoigner en fait. Et j'ai une personne qui a témoigné et c'est très intéressant. Et on se sent seul aussi quand personne ne voit notre valeur. Alors ça, c'est un problème. Vous êtes entouré de personnes et vous avez l'impression que personne ne voit ce que vous valez. Pour contrer cet argument-là, moi, je vous dirais que si vous êtes entouré de personnes qui, de base, vous donnent une valeur qui est inférieure à la valeur que vous avez, ces personnes-là ne vous valoriseront jamais à votre valeur et donc vous ne verrez jamais votre valeur à travers leurs yeux parce que vous n'avez pas la valeur que vous devez avoir pour eux. C'est ça la réalité. Donc, ce qui va être important aussi, c'est que lorsqu'on veut quitter ce sentiment de solitude et cette solitude, lorsqu'on veut avoir de la valeur aux yeux des autres, il faut déjà être entouré des personnes qui veulent vraiment voir notre valeur. D'accord? Et pour vous donner un exemple rapide, il y a une personne qui travaille là où je travaille, qui est femme de ménage, qui me disait, oui, mais en fait, là où je travaille, les personnes me parlent, bon, c'est une étrangère, et elle me disait que les personnes ne lui parlent pas correctement français, que les personnes la traitent d'une certaine façon, et du coup, elle a tendance à avoir une estime d'elle-même qui est plus basse. Donc, si les gens qui sont autour de vous ne voient pas votre valeur, en fait, parfois, il faut quitter l'environnement dans lequel vous êtes. Ça, c'est la réalité. Donc, oui, donc, on a Koaoma qui me pose une question rapidement à laquelle je réponds rapidement. Donc, quelle est votre profession? Donc, je suis actuellement un jeune qui est en année sabbatique et qui évolue dans le domaine du coaching, de la motivation et du développement personnel. Donc, je suis en collaboration avec la Radio Mayuri Campus et je propose un live. Donc, voilà, je le dis pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, je propose un live chaque dernier dimanche du mois afin d'aborder différentes thématiques qui sont liées de près ou de loin à la Guyane, d'accord? Donc là, j'ai décidé d'aborder, comme je vous l'ai dit, la solitude et l'isolement. Donc faites attention à l'environnement dans lequel vous êtes, c'est très important. Aussi, quand vous allez vers les gens et que les conversations ne vous intéressent pas, en fait, ça m'a fait penser un peu à de l'isolement social. Mais encore une fois, si vous êtes entouré de personnes et que l'environnement dans lequel vous êtes n'est pas bon et ne vous correspond pas, forcément, les conversations ne vont pas vous intéresser. Et avant de jeter la pierre sur vous, demandez-vous toujours dans quel environnement j'évolue. Concrètement, est-ce que l'environnement me correspond? Et vous allez peut-être vous rendre compte que là où vous êtes ne vous correspond tout simplement pas du tout. Et évoluer dans un environnement toxique pour vous ne pourra qu'aboutir à des conséquences toxiques, malheureusement. Et ça, c'est la réalité. Donc, avant de vous jeter la pierre, réfléchissez et regardez qui est autour de vous. C'est capital. Donc, quand vous parlez, un autre exemple, quand vous parlez, vous avez un peu l'impression que ce que vous dites n'est pas intéressant. Mais encore une fois, n'est pas intéressant aux yeux de qui? Et vraiment, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est juste pour que vous puissiez réfléchir. Et si jamais vous avez des personnes autour de vous qui pensent comme ça ou qui disent ces choses-là, dites à ces gens-là, oui, mais tes propos ne te semblent pas intéressants, mais aux yeux de qui? Et est-ce que les gens en face de toi t'ont dit que tes propos ne l'étaient pas? Est-ce que tes propos avaient un réel sens par rapport à la conversation dans laquelle tu voulais rentrer? C'est ça aussi la vérité. Donc, quand vous avez l'impression aussi que les autres ne s'accrochent pas à vous, ne s'intéressent pas à vous, toujours demandez-vous dans quel environnement je suis. Si les gens ne vous aiment pas intrinsèquement par rapport à qui vous êtes, alors les gens ne s'attacheront jamais à vous, mais le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est que vous êtes au mauvais endroit. Donc, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que quand vous avez l'impression que les gens vous oublient, les gens, peut-être avant, ils étaient bien avec vous, demain, ils ne vous parlent plus. Ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Il y a des gens à qui je parlais avant et à qui je ne parle quasiment plus aujourd'hui, voire plus du tout. Faut comprendre une chose, c'est que la Terre continue de tourner, même quand on est là ou pas. Les gens évoluent et même vous, finalement, vous n'allez plus forcément vers les personnes vers qui vous alliez avant. Et ça, c'est la réalité. Et c'est pour ça que j'aime bien dire quelque chose. C'est que faites attention aux personnes qui influencent votre vie parce que ces personnes-là sont peut-être là pour un moment. D'accord? Ces personnes-là sont peut-être là pour une période et si elles ont un impact trop fort dans vos vies, elles vont peut-être influencer vos vies définitivement. Et ça, c'est le problème. Donc, par exemple, si quelqu'un veut vous influencer à faire quelque chose qui va contre votre volonté, apprenez à dire non.
parce que cette personne-là ne sera peut-être plus là dans quelques temps, mais par contre, les conséquences des actes de cette personne et de ses paroles seront toujours dans votre vie. Donc, faites attention. Et j'ai envie de vous dire, les gens changent, les gens nous oublient, les gens font leur vie, les gens changent, c'est normal. Donc oui, les gens vous oublieront parce qu'à un moment, il y a des gens qui doivent sortir de votre vie pour laisser la place à d'autres personnes. C'est pareil, lorsque vous êtes face à des gens et que vous devez toujours envoyer le premier message, ben finalement, c'est que ces personnes-là ne veulent pas forcément communiquer avec vous. Et parfois, il faut savoir faire le pas parce que l'autre personne qui est en face attend que vous envoyiez vous aussi le message donc elle n'envoie pas et après on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'ego et on veut pas envoyer en premier, on veut pas passer le premier coup de fil et au final on se contacte jamais. Donc en fait il faut toujours avoir une réflexion poussée par rapport au comportement que vous-même ne voulez pas forcément avoir. Qui a envie d'envoyer le premier message? Personnellement, j'envoie le premier message parce que lorsque j'ai envie de prendre des nouvelles de quelqu'un, je le fais sans attendre en retour. Tant pis si la personne ne joue pas le jeu, mais au moins j'avais envie de prendre de ces nouvelles. J'ai créé la suite de l'histoire. J'aime être acteur et je vous invite à l'être également, à prendre les choses en main, à passer le coup de fil quand la personne ne veut pas et à envoyer le premier message parce que c'est vous qui contrôlez la suite de l'histoire. D'accord? C'est très intéressant. Donc aussi, on a l'impression quand on est seul et isolé que en fait on pourrait mourir et finalement ça changerait la vie de personne. En fait, c'est ce que je vais vous dire, c'est que ne cherchons pas à avoir l'attention de tout le monde. Avoir l'attention de tout le monde, c'est avoir l'attention de n'importe qui finalement. Donc ça n'a aucun intérêt. Dans un monde aujourd'hui qui est très virtuel, dans un monde qui est très faux, et moi je pense ça sincèrement, il y a beaucoup d'hypocrisie et vous aurez beaucoup plus d'attention lorsque vous serez parti et lorsque vous viendrez au monde, d'accord? Mais entre-temps, ça va être le chamboulement. Donc s'il y a des gens qui quittent votre vie ou vous avez l'impression que vous pourriez partir et finalement ça changerait rien, en fait, c'est la vérité parce que le monde tourne et les choses continuent de se passer, que vous soyez là ou pas. Mais pour autant, vous devez juste vous entourer des personnes que ça touchera, des personnes qui tiennent à vous, en fait. Ça sert à rien d'avoir 100 personnes si ces personnes-là ne tiennent pas à vous et qu'il n'y en a que 2 qui tiennent à vous réellement. D'accord? Donc, maintenant, on va parler un peu de la solitude, de l'isolement, mais quel lien qu'il y a entre les deux finalement? Parce que on a tendance à confondre. Ouais, mais je suis seul, mais je suis isolé. Bon, on va essayer de comprendre ça et on va arriver à l'isolement social et à l'isolement émotionnel. Ça, c'est très intéressant. Écoutez très attentivement. Donc, quand on est isolé, en fait, vraiment, c'est être séparé des autres membres de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être séparé des autres membres de la société? En fait, l'isolement, il peut être sévère, comme je vous l'ai dit, lorsque vous êtes une personne âgée ou lorsque vous êtes SDF. Ce sont vraiment les deux cas où c'est assez extrême et où on a un réel isolement. Finalement, c'est un peu l'isolement social, d'accord? Et aussi, en ce qui concerne l'isolement, c'est finalement une personne qui se trouve moralement seule. Et ça va un peu se retrouver vers l'isolement émotionnel. Donc, une personne qui se trouve moralement seule et qui a des difficultés ou une incapacité à établir des relations sociales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette situation-là? Est-ce que ça vous parle? Vous vous sentez un peu dans une difficulté d'établir du lien social? Alors là, vous pouvez vous sentir effectivement isolé un petit peu. Et là, on arrive à l'isolement social. Finalement, c'est quoi? En fait, l'isolement social, ça va être soit une attitude de repli sur soi, qui peut être justifiée par la maladie, par des comportements au travail qui sont néfastes sur vous. Donc, vous avez tendance à vous replier sur vous-même et à vous-même, en fait, vous isoler des autres. Parce que finalement, vous vous sentez mal. Genre, je pense un peu aux personnes qui vont peut-être avoir des maladies assez difficiles, qui vont être handicapées ou autres, qui vont avoir tendance finalement à s'isoler socialement. Et c'est pour ça que je salue toutes les personnes qui agissent pour aider les personnes malades, les personnes atteintes de handicap, pour justement favoriser les connexions sociales parce que c'est très important. Donc en fait, c'est ça. L'isolement social, c'est quand on a un manque d'interaction sociale parce qu'il y a différents facteurs qui y jouent. Psychologique, physique. D'accord? Physique notamment par les handicaps. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que par rapport à l'isolement, on aura une souffrance qui est similaire aux souffrances physiques. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une personne qui est seule, qui est dans un sentiment de solitude et qui est isolée, va pouvoir ressentir des douleurs qui sont similaires à des douleurs physiques? Je trouve ça
très intéressant et très triste à la fois parce que ça veut dire que plus vous êtes isolé, plus vous risquez d'en souffrir et en réalité, plus c'est difficile d'en sortir, mais c'est pas impossible. Et quels sont les effets finalement de cet isolement? Donc, les causes probables, c'est l'exclusion sociale, là, les SDF, les personnes âgées, et la marginalisation. On vous met de côté. Et je pense un peu à cette situation quand vous voulez vraiment penser hors de la boîte, j'aime bien dire think out of the box, et que vous vous sentez vraiment mis de côté. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti personnellement lorsque j'ai arrêté mon école de commerce. J'ai eu l'impression d'être complètement exclu et de voir en fait tous les étudiants qui étaient en école de commerce, qui suivaient leur cursus, et moi j'étais là et j'ai dû arrêter. Et je me suis dit, waouh, je vous avoue que dans cette situation-là, je me suis senti particulièrement exclu. J'avais pas de douleur physique, hein, mais j'ai envie de dire que c'est douloureux. Donc, quels sont les effets de cet isolement-là? On a de l'anxiété, de la peur, des troubles de conduite alimentaire. Et on va voir que quand on est isolé, finalement, on va avoir tendance à moins varier son alimentation. D'ailleurs, je dis juste de rien à Koaoma qui m'a remercié, donc je lui dis de rien. Et en fait, on a des troubles des conduites alimentaires. Lorsqu'on est seul, on va avoir tendance à ne pas varier sa nourriture autant qu'une personne qui va être en couple ou une personne qui vit en famille, par exemple. Les addictions, on va venir dessus aussi, les dépendances aux substances, les violences, les maladies généralisées. Donc, en fait, la distinction entre l'isolement et la solitude, c'est que l'isolement social, quand vous êtes isolé, c'est une souffrance subie. On ne choisit pas réellement d'être isolé, d'accord? Et même lorsque vous avez un isolement social ou un repli sur vous-même, vous le faites parce que l'environnement est toxique ou parce que vous avez une maladie ou que vous avez une différence. Une personne qui a une maladie grave va avoir tendance à se replier sur elle-même tout simplement parce qu'elle a elle-même quelque chose qui lui pose problème. Mais ça ne veut pas dire qu'elle veut être seule, cette personne. Vous voyez? Donc, l'isolement social, c'est une souffrance qui est subie et pas choisie. On ne choisit pas d'avoir une maladie. On ne choisit pas d'être dans un contexte difficile au travail. D'accord? Alors que la solitude, à la différence de l'isolement social, elle peut être choisie. D'accord? C'est pour ça qu'on différencie, en tout cas, dans l'approche sociologique, l'isolement social de la solitude. Parce que l'isolement est subi à 100%, alors que la solitude, on peut la choisir. Donc, j'ai analysé quelque chose et justement, par rapport à la douleur, et peut-être que certaines personnes pourront le dire, qu'elles ressentent certaines douleurs, en fait, la souffrance, on se rend compte que la souffrance causée par l'isolement social serait comparable aux souffrances physiques. Et il y a une étude qui a été faite et qui a montré qu'une personne qui avait été isolée de manière synthétique, j'ai envie de dire, de manière truquée, en fait, il y a des zones de son cerveau qui se sont activées et ces zones-là sont les mêmes qui s'activent lorsque vous ressentez une douleur physique. C'est juste incroyable. Donc voilà, il y a des personnes qui sont particulièrement sensibles à cette douleur et des personnes qui le sont moins. Et on va voir que génétiquement, certaines personnes seront plus aptes à lutter contre la solitude que d'autres. D'accord? Donc, au final, on s'est rendu compte aussi de quoi? C'est que l'isolement est plus proche de la qualité que de la quantité des interactions sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous sentez isolé, c'est plus que vous vous sentez incompris et vous pouvez vous sentir incompris juste parce que le sujet ne vous intéresse pas ou parce que les personnes même ne vous comprennent pas en fait, sans pour autant qu'il y ait un grand nombre de personnes. Or, pour la solitude, on va avoir tendance à se sentir seul quand, par exemple, il y aura très peu de gens autour de nous ou quand on sera seul, alors que finalement, quand on est isolé, il peut même y avoir beaucoup de personnes, mais si la conversation, les personnes, les intérêts, la culture, l'environnement n'est pas bon, vous allez réellement vous sentir isolé. Donc la solitude va plus être de l'ordre de la quantité et l'isolement va être plus de l'ordre de la qualité. Donc les facteurs la solitude en fait, on se rend compte aussi qu'elle est influencée par des facteurs en fait qui n'ont pas grand-chose à voir finalement avec l'isolement, puisqu'on a les gènes dont je vous parlais au niveau de la génétique, l'environnement, clairement, vous devez faire attention à votre environnement, les normes culturelles. Lorsqu'on arrive dans un pays qui est différent des nôtres, qu'on a différentes cultures, qu'on a du mal à s'adapter, ça crée une distance finalement. Et je pense à cette personne, cette femme de ménage qui travaille avec moi et qui m'explique que c'est difficile en France parce que la culture est différente et il y a une barrière qui est la barrière de la langue, c'est pas évident. Et tout ça favorise l'isolement finalement. Donc on a les besoins sociaux, les handicaps physiques, comme je venais de vous le dire, et les contradictions entre les relations actuelles et désirées.
D'accord? Donc, on arrive à l'isolement émotionnel. C'est extrêmement important. Je pense que je vais un peu passer parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Pas sûr que je puisse tout vous dire, mais en tout cas, je vais essayer. Donc, l'isolement émotionnel, c'est quoi? L'isolement émotionnel, imaginez, vous êtes quelqu'un, vous n'avez personne à qui vous confier émotionnellement, vous ne ressentez quasiment rien et vous vous retenez de ressentir les choses, d'accord? Donc, c'est vraiment un état, en fait, où vous êtes isolé émotionnellement, vous avez personne à qui parler, personne à qui vous confier. Et peut-être que beaucoup de gens ressentent ça et moi, j'ai fait un lien direct. Bonsoir à Lola hein, qui nous rejoint sur le live. Bonsoir à toi. Et justement, par rapport à cet isolement-là, je vais vous raconter quelque chose. Écoutez très attentivement. Les personnes qui me suivent sur Instagram ont déjà eu cette histoire, mais vous devez absolument l'entendre. Donc, j'ai lu un texte lors de mes recherches où il y avait un monsieur, en fait, qui s'appelle Christophe Arnold, qui est conférencier et auteur et qui dit, en fait, qu'il s'est rendu dans une prison pour pouvoir faire une conférence pour des jeunes de 18 à 25 ans à peu près. Et en fait, il y a un jeune qui lisait un livre à cette personne-là. Et en fait, le jeune, il a dit à ce monsieur-là dans une lettre, j'ai passé les dernières 6 années de ma vie sans éprouver la moindre émotion. D'accord? Et ça m'a vraiment choqué parce que, et je vais faire le lien avec les jeunes qui vont se sentir délaissés et qui vont être privés finalement de ce ressenti émotionnel. Imaginez un jeune qui est en prison et le jeune qui a écrit ça à cet auteur et conférencier, il a 18 ans, il explique qu'il ne comprend pas parce qu'il ne ressent pas ces émotions-là et même lorsque la situation est très grave, il ne ressent aucune émotion. Imaginez maintenant, parce que j'ai vu une vidéo de jeunes en Guyane qui étaient en garde à vue et qui rigolaient en fait, qui étaient contents limite de la situation dans laquelle ils étaient. Et quand je vois des jeunes qui s'entretuent, qui vont se piquer, en fait, je suis en train de me dire, et si ces jeunes n'étaient pas finalement isolés émotionnellement? C'est-à-dire qu'on se retrouve à un stade de notre vie où on n'a personne à qui parler, on ne met pas nos émotions au jour et on garde tout pour nous et finalement, on n'a pas de mal à tuer quelqu'un. Puisque si, même quand la situation est grave, je ne ressens rien. Moi, je vous le dis sincèrement, déjà avoir un couteau et piquer quelqu'un, ça va être compliqué. Moi, vraiment, c'est des situations émotionnellement, c'est chargé en émotions. Vous imaginez ça? Ben, imaginez quelqu'un qui fait ça, mais qui ne ressent rien, qui est complètement désorienté et qui n'a aucune émotion. Eh ben là, je me dis, ben, ça m'étonne pas, en fait, que un jeune pique un autre jeune, qu'un jeune tue un autre jeune, parce que finalement, il ne ressent peut-être rien du tout. Et ça, c'est peut-être lié à un isolement émotionnel parce que dans sa famille, il ne parle pas de ses émotions. Peut-être que dans le quartier, on n'a pas besoin de parler de nos émotions parce que ça fait pas viril, parce que ça fait pas G, parce que ça fait pas gangsta, j'en sais rien. Mais en tout cas, on se retrouve avec peut-être des individus comme ça. Et c'est une problématique que je vais aborder et je pense qu'on devrait peut-être accorder la parole beaucoup plus aux jeunes. Et je crois qu'il y a quelque chose à creuser par là parce que quand un jeune de 18 ans vous dit « je ne ressens, j'ai passé les 6 dernières années de ma vie sans éprouver la moindre émotion », c'est très grave. Et ça veut dire qu'on n'a aucun mal à rentrer chez quelqu'un et à tuer quelqu'un et on n'aura aucune émotion par rapport à ça. Donc, j'étudierai le sujet, je ferai probablement une vidéo, mais j'ai une grosse pensée à tous ces jeunes qu'on n'écoute pas forcément et qu'on comprend pas et qui ont peut-être simplement besoin déjà dans un premier temps qu'on les écoute et qu'on les laisse parler. La Guyane, il y a quelque chose à faire. Donc, moi, ce que j'aime dire là, c'est, bon, l'isolement émotionnel, c'était ça. Donc là, on a compris. Maintenant, comment éviter, en fait, et comment lutter contre la solitude? Moi, j'aime dire que la première chose qu'on doit faire pour lutter contre la solitude, c'est finalement essayer d'aller dans des clubs, pas forcément des clubs, des nightclubs, hein, des clubs disco, mais essayer de finalement s'entourer de personnes. Le problème, c'est que si on est seul, il va falloir qu'on s'oriente, on s'entoure des bonnes personnes. Aller dans des associations, savoir être à l'aise avec soi-même, c'est très important. Et on va voir comment on peut le faire. Et puis, rechercher un environnement viable. Si vous êtes avec des personnes qui vous critiquent à longueur de journée, qui sont désagréables, qui ont un comportement nocif et toxique, vous n'êtes pas au bon endroit pour ne pas vous sentir seul. Je vous assure que vous allez vous sentir seul. Donc, cherchez des associations, cherchez des endroits, cherchez du contact social. D'accord? C'est très important. Et aussi, il y a des traitements pour la solitude. D'accord? Il y a la thérapie qui est intéressante puisque elle sert à comprendre les causes de cette solitude, à tenter de déceler les pensées négatives
et on va voir que les pensées négatives aussi, c'est dû à la solitude finalement. Mais c'est tellement intéressant et vous verrez que d'un point de vue coaching, motivation, on va comprendre que même la solitude impacte votre vie et va favoriser des pensées négatives, une vision négative et va vous empêcher vous-même d'avancer dans votre vie. C'est incroyable à quel point on ne réalise pas tout ce que notre cerveau peut nous faire et peut nous amener à faire. Donc, la thérapie, c'est bien parce qu'elle permet aussi d'explorer les différents moyens d'aider le patient. Donc, je vous recommande la thérapie. Il y a aussi l'exercice puisque les sports sont facteurs de contact social. Est-ce que vous faites du sport, de l'activité physique? J'aime bien faire mon sport seul, perso. Mais c'est sûr que quand on est à plusieurs, on se motive, on est ensemble. Et finalement, le sport, c'est facteur d'intégration dans la société. Quand on a des clubs de sport, que ce soit le basket, le football, vous vous rendez compte, il y a quand même beaucoup de sports qui sont des sports où on les pratique en équipe. Et qui dit équipe dit soutien. Et toutes ces choses-là aident justement à ne pas plonger dans de la solitude. Donc, la thérapie, le sport, la marche rapide, ça peut être intéressant. La diète, et c'est ce que je vous disais en fait finalement, c'est que lorsqu'on est seul, manger seul en fait, ça favorise de mauvaises habitudes alimentaires. D'accord? Et il y a une étude britannique qui a même été réalisée sur plus de 25 000 personnes et qui dit que les personnes âgées entre 40 et 80 ans dans divers pays en fait mangeaient beaucoup moins varié lorsqu'elles étaient seules que lorsqu'elles étaient accompagnées. D'accord? Et même, on dit même que les hommes vivant seuls et les personnes socialement isolées sont aussi celles qui ont le régime alimentaire finalement le moins varié. D'accord? Donc, il y a l'hypnose aussi, que je ne connais pas beaucoup, mais qui est un état voisin du sommeil et qui est provoqué par des manœuvres de suggestion. Donc, c'est aussi une technique qui est utilisée pour lutter contre la solitude. La sismothérapie. Alors, c'est quoi la sismothérapie? En fait, c'est un traitement par des convulsions qui sont provoquées à l'aide du courant électrique. Alors, bon, j'ai jamais essayé, en tout cas, c'est une méthode aussi qui a appliquée et qui pourrait être intéressante. Il y a l'acupuncture, en fait, qui est c'est une technique thérapeutique, en fait, consistant dans l'introduction d'aiguilles très fines. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui connaissent et qui donc, les aiguilles sont mises dans des endroits qui sont très précis, des tissus ou des organes. Il y a l'herboristerie et ça m'a permis aussi d'apprendre, en fait. En fait, c'est l'herboristerie, si vous voulez, c'est la préparation de plantes médicinales et des préparations dérivées qui permettent de gérer le stress et gérer les émotions fortes. Donc, il y a la zoothérapie aussi. C'est quoi? C'est la présence d'un animal. Parce qu'on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que la présence d'un animal, finalement, en fait, elle vous aidait à lutter contre la dépression et la solitude. Par exemple, les chiens, les chats, les lapins ou même les cochons d'Inde, en fait. Donc, c'est pas mal. Et si vous pensez à prendre un animal, moi, je vous dis que vous êtes sur la bonne voie, surtout si vous vous sentez seul. Donc, voilà. La méditation aussi, elle sert également pour lutter contre la solitude. Alors, l'heure passe trop vite. Mais bon, ce que vous ne devez surtout pas faire, j'ai relevé 2 points. Surtout, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Alors, ceux qui nous écoutent, je le rappelle, en tout cas, on est encore une fois sur 107.6 FM sur Cayenne, sur 89.2 FM sur Saint-Laurent, d'accord? Et rediffusion la semaine à 21h et le week-end à 18h sur la radio. Donc, surtout, à ne pas faire pour sortir de la solitude, les gens, s'il vous plaît, aidez les autres pour qu'ils s'attachent à nous, mais juste pour qu'ils s'attachent à nous. C'est pas une bonne chose. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire, c'est dans un but précis, c'est dans un intérêt qui est malsain. C'est ça, en fait. C'est que c'est pas naturel. C'est un intérêt qui est malsain juste pour que les autres s'attachent à nous et non pas parce que c'est fait de manière réelle et de manière, si vous voulez, positive, de manière authentique. C'est le mot que je cherchais. Et surtout, finalement, vous faire remarquer pour capter l'attention des autres. C'est un peu une manière désespérée de faire les choses, mais de cette façon-là, vous allez plus faire en sorte qu'on se moque de vous au lieu qu'on vous accepte finalement. Vous serez un peu le bourreau, ça veut dire que on va se moquer de vous parce que vous amusez la galerie et finalement, c'est pas ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc, vous devez absolument avoir une démarche sincère lorsque vous allez vers les gens, d'accord? Allez dans des associations, etc. Mais ne surtout pas essayer d'avoir un comportement juste pour plaire aux autres sans même savoir si nous-mêmes on aimerait plaire à ces gens-là. D'accord? Donc, il y a une partie intéressante que j'aborde avec vous maintenant, c'est mais qu'est-ce que la solitude peut cacher réellement? Qu'est-ce que, au-delà de la génétique, etc., qu'est-ce que la solitude peut réellement cacher? En fait,
la solitude, est-ce qu'elle peut être transmise de génération en génération? Ben écoutez, si vous avez grandi dans un cadre où vous avez grandi seul, où vos parents peut-être ne vous ont pas aidé à affronter ces épreuves de solitude seul quand vous étiez petit, eh ben en fait vous avez tendance à reproduire les mêmes schémas lorsque vous grandissez. Et parfois c'est un phénomène qui peut être expliqué parce que de génération en génération, on a grandi et on a créé un climat de solitude. Donc si vous vous sentez seul comme ça, pensez à analyser votre vie, votre passé et à voir si il n'y a pas des antécédents en fait qui ont favorisé votre difficulté à aller vers les autres aujourd'hui, votre difficulté à finalement créer du contact social. Donc c'est en fait une solitude qui a grandi depuis l'enfance par rapport au cadre familial, par rapport au fait qu'on puisse être aussi enfant unique, c'est pas facile. Et finalement, je me dis, j'aurais toujours aimé être enfant unique pour avoir plus, etc., etc. Mais au final, on se rend compte que être enfant unique, ça peut être difficile, d'accord? Et si on n'a pas de cousin, on n'a pas de cousine, on n'a vraiment pas de contact, ben en fait, c'est difficile. Et finalement, par rapport à la solitude, j'ai une autre théorie. Et en fait, c'est juste imaginer que la solitude, c'était vous-même. Imaginez en fait la solitude, c'est vous-même et vous n'arrêtez pas de vous fuir parce que vous ne voulez pas apprendre la vérité sur vous. Vous ne voulez pas entendre certaines choses que vous devez entendre sur vous-même. Donc à chaque fois que vous fuyez ce moment de solitude, en fait, vous fuyez vous-même. Et la réalité, c'est que la solitude, elle ne vous abandonnera jamais, puisqu'on connaît tous des moments de solitude, en fait, qu'elles soient objectives ou subjectives. À un moment donné ou à un autre, vous serez seul dans votre vie. D'accord? Donc, c'est comme si vous cherchiez à vous fuir. Et pensez à ça aussi. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas tout simplement en train d'essayer de vous fuir vous-même? D'accord? Parce que quelque part, la solitude, quand on est seul, on se sent vraiment avec soi-même. Et c'est ça qui est difficile à accepter. D'accord? Donc, parfois, en fait, les difficultés que cache la solitude, c'est un manque d'amour propre aussi, parfois. Pourquoi un manque d'amour de soi, un manque d'estime de soi? Ça veut dire qu'il faut absolument que je sois avec quelqu'un, sinon j'ai l'impression que je n'existe pas, que je ne suis pas bien. En fait, comme je vous l'expliquais, je passe beaucoup de temps seul et je ne me sens pas seul pour autant. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'estime de moi, j'ai un amour propre qui est très fort, je m'aime énormément et je n'ai pas peur que les gens ne m'aiment ou ne m'aiment pas. Je n'ai pas peur que les gens n'aiment pas mes projets, que les gens ne m'aiment pas. Je n'ai pas peur que les gens veuillent me laisser dans un coin et on va voir ça aussi tout à l'heure parce que chaque personne a une facilité ou une difficulté à analyser les différentes situations de solitude. Là où peut-être moi je vais me dire ouais mais en fait ils veulent pas rester avec moi parce qu'ils ne me comprennent pas mais je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et je sais que je peux faire ce que je veux. Alors je vais rester seul mais je vais avancer dans la bonne direction. Je vais utiliser ce temps-là pour apprendre plus sur moi, pour travailler sur moi-même, pour lire, pour écrire mes chansons. Alors que certaines personnes vont juste se dire, il ne m'aime pas, donc je n'en vaux pas la peine. Donc je suis seul parce que je le mérite. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et la façon dont on interprète les choses va aussi avoir un impact important sur la façon dont on aborde la solitude. Donc finalement, c'est un peu comme si on voulait pas apprendre à se connaître. Voilà, vous voyez. Et il y a deux citations que je vous dis et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, une première citation de Melvin Kinder qui est écrivain et qui dit que la solitude peut être effrayante parce qu'elle nous invite à rencontrer un étranger que peut-être nous ne voulons pas connaître et cet étranger, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, est-ce que l'étranger qui est dans votre vie et qui vous suit partout, vous avez envie de le rencontrer ou pas? Et la deuxième citation, c'est la suivante. La relation la plus importante dans ta vie est la relation que tu as avec toi-même, car peu importe ce qu'il se passe, tu seras toujours avec toi-même. Et ça, vous devez le retenir. Peu importe ce qu'il se passe, vous serez toujours avec vous-même. Et ça, c'est une citation de Diane von Furstenberg, qui est créatrice de mode. D'accord? Donc, maintenant, on arrive un peu dans la solitude, comment en faire une force. Il y a des gens qui utilisent la solitude comme des opportunités de méditation en fait individuelle, de concentration, d'introspection et moi c'est ce que j'aime faire. Vous voyez? Et c'est pour ça que la solitude, j'en fais beaucoup une force et pas forcément une faiblesse. Donc effectivement, la solitude répétée sur le long terme peut être difficile, mais il faut savoir la dompter, j'ai envie de dire. Et en même temps, la solitude permet d'avoir un état de paix et de consolation. Donc être seul, c'est aussi un moment de qualité. Imaginez que
vous ayez un moment pour vous. Être seul, c'est aussi prendre rendez-vous avec soi-même. À un moment donné, j'ai envie d'être avec moi-même, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Et parfois, j'ai pas envie qu'on vienne m'interpeller, en fait. Donc, on peut méditer, on peut apprendre à se connaître, on peut savoir qui on est finalement et se reconnecter avec soi-même. Quand, par exemple, vous êtes avec beaucoup de gens, vous avez tendance à être influencé, à être influençable. On vous amène souvent dans n'importe quelle direction. Et comme vous êtes prêt à rester avec un groupe, vous êtes prêt à suivre le groupe et cette direction, même si elle ne vous correspond pas. Et c'est ça, en fait. Être seul, c'est se dire, maintenant, qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Dans quelle direction je veux aller? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et maintenant, je vais filtrer et je vais aller dans la direction qu'il me faut, quitte à être seul, parce qu'il faut toujours être seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. D'accord? Et c'est ce que je vous recommande le plus. Alors, une question. Être seul, c'est normal ou pas? Alors, moi, je pensais à quelque chose, en fait. C'est une expérience que j'avais imaginée. Et franchement, si on est quelque part et que tout le monde fait exprès de ne pas nous voir, imaginez juste cette situation. Vous êtes quelque part au marché de Cayenne, dans le monde, je sais pas, et vous êtes quelque part et plus personne ne vous voit. En tout cas, plus personne ne vous voit et fait comme si on vous voyait. Vous avez beau parler avec les gens, on ne vous capte plus, on vous pousse, mais en fait, on sait même plus que vous êtes là. Alors, bonsoir à Food Nice qui nous rejoint. Donc, imaginez un peu ça. Moi, je pense qu'on deviendrait fou. Et c'est pour ça que je pense aussi que être seul, on peut être seul dans une certaine mesure, mais être seul en tant qu'être humain, ce n'est pas une bonne chose. Et on n'est pas sur Terre pour être seul à la base. Je n'y crois pas. Et si on fait comme si plus personne ne vous voit, vous allez probablement devenir fou. Moi, c'est ce que je pense parce que, en fait, ce sont les interactions avec les autres, c'est le rapport aux autres êtres humains qui vous prouvent que vous existez réellement. Si vous êtes exilé, vous n'avez aucun contact avec les autres êtres humains alors que vous les voyez, qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes là, que vous existez, que vous êtes vivant? Ce sont les interactions finalement, les connexions sociales qui se font qui vous prouvent que vous êtes vivant. Et ça, c'est très intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que l'attachement, c'était important. Comme un bébé, en fait, la période pendant l'enfance, en fait, l'objet de l'attachement, c'est la mère ou bien la personne qui sert de parent. Et on remarque qu'au final, on passe de la mère qui allait, qui s'occupe de l'enfant, à finalement, à l'adolescence. On passe à l'attachement amoureux. Vous voyez, et la relation, elle évolue. Donc, il y a toujours en fait cette relation d'attachement et c'est pour ça que l'être humain va toujours chercher à s'attacher en fait à une personne. Au début, en tant qu'enfant à la mère et après, dans le couple, etc., le groupe, etc. Donc, est-ce que finalement, avoir des proches et de l'affection, c'est naturel pour certains? En fait, il y a un spécialiste en neurosciences sociales qui s'appelle John Cacioppo et dont je pense que j'ai parlé un peu plus tôt, qui dit que les personnes qui souffrent de solitude ont les mêmes habiletés sociales que les autres, mais elles les emploieraient moins souvent. Ça veut dire que d'un point de vue des habiletés, on a tous les mêmes habiletés. On a tous les mêmes habiletés à aller vers les autres, mais on les emploierait moins souvent. Donc ça, c'est une théorie. Et ça, c'est pour dire que peut-être qu'il y a des personnes qui vont peut-être tout simplement plus facilement vers d'autres. Mais en tout cas, on aurait les mêmes habiletés pour le faire. Et moi, j'ai envie de dire que tout dépend de l'environnement dans lequel on a grandi. Si on a grandi dans un environnement où on a toujours été entouré, ce sera peut-être plus facile d'aller vers les autres, alors que si on était un peu refermé sur nous-mêmes, on aura probablement plus de mal à aller vers les autres, d'autant plus qu'on sera timide. Donc ça, c'est difficile. Et là, on va arriver à un sujet qui est intéressant, c'est la solitude dans le couple, le célibat. Lorsqu'on se dit, j'ai peur d'être célibataire. Moi, j'ai déjà entendu ça, une personne qui était mal dans sa relation, qui était incomprise, qui n'était pas heureuse, qui se sentait pas aimée, pas écoutée, et qui pour autant restait. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur, cette personne, du célibat. Pourquoi on a peur du célibat? Parce qu'on a peur de la solitude, parce qu'on a peur d'être avec nous-mêmes, parce qu'on a peut-être peur de ne pas avoir le soutien d'une personne. Et ça relève encore de l'estime de soi, en fait. Et souvent dans les couples, qu'est-ce qui favorise la solitude? Les problèmes de communication, les intérêts qui ne sont plus les mêmes avec la personne en face, la relation à distance aussi, clairement qui crée une distance et qui favorise la solitude, pas suffisamment de temps l'un pour l'autre, et puis on ne se comprend plus. Ça, c'est une phrase type qu'on va voir dans les couples. Donc toutes ces choses-là favorisent la solitude dans le couple, et si vous voulez redonner vie à votre couple et redonner
un élan à votre couple, vous devez travailler sur ces éléments-là. Travailler sur la communication, sur vos intérêts personnels et vos intérêts pour vous deux dans votre couple. La distance dans votre couple, est-ce que vous pouvez la gérer ou non? Comment vous la gérez? Et est-ce que vous avez suffisamment de temps l'un pour l'autre? Et est-ce que vous vous comprenez? Et finalement, en fait, il y a une autre analyse qui montrerait que quelque part, à travers la solitude, c'est la peur de l'abandon, finalement. Et que quelque part, certaines personnes utiliseraient en fait le couple pour justement pallier en fait à la difficulté de se retrouver face à soi-même. J'ai peur d'être face à moi-même, donc je tiens absolument à ce que la personne qui soit en couple avec moi soit disponible H24, 7 jours sur 7. Et le moindre, je peux même pas passer un week-end, une semaine seule sans me sentir seul et je vais en fait rejeter la faute sur la personne en face avec qui je suis en couple, alors qu'en fait le problème vient de moi et parfois c'est une peur d'être abandonné et qui a peut-être été cultivé quand vous étiez jeune. Et c'est là où on se rend compte que la façon dont on va élever nos enfants, la façon dont on va les pousser vers les autres ou non, va favoriser un sentiment de solitude par la suite ou non et peut avoir des impacts sociétals, peut avoir des impacts dans le couple. Et ça, c'est difficile. D'accord? Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur la suite parce qu'il y a des choses importantes aussi. Mais en tout cas, pour parler du célibat, finalement, puisque il y a certaines personnes en fait qui vont se dire ouais mais je suis célibataire, j'en peux plus, etc. Pourquoi? Parce qu'on veut une personne dans sa vie, on a envie d'avancer en équipe et ça je le comprends très bien. Mais n'oubliez jamais qu'on est mieux seul que mal accompagné. Et souvent ce que certaines personnes ont du mal à comprendre, c'est que pour attirer la bonne personne dans notre vie, parfois il faut qu'on devienne la bonne personne. Et en fait, parfois on rencontre la bonne personne et elle nous aide à devenir la personne qu'on doit devenir, mais parfois, on doit nous-mêmes nous remettre en question, parce que si on ne devient pas la personne qu'on doit être afin de rencontrer la personne qu'on veut rencontrer, on la rencontrera probablement jamais. Donc, je répète parce que c'est important. Parfois, on veut rencontrer une bonne personne. Mais pour rencontrer cette bonne personne, vous devez vous-même devenir la bonne personne qui doit rencontrer cette bonne personne, pour que vous puissiez vous croiser. D'accord? Et parfois, c'est comme les gens qui vont dire, oui, mais les personnes, voilà, les personnes sont toutes les mêmes. Je trouve jamais une bonne personne. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas de nos erreurs dans nos relations. On fait toujours les mêmes choix. On va toujours dans le même environnement. On se laisse prendre dans les mêmes pièges et on ne comprend pas pourquoi on ne trouve pas une bonne personne pour nous. Le problème, c'est pas que les personnes sont pareilles. Le problème, c'est que nos choix sont pareils. C'est ça la différence. Nos choix sont pareils, donc on tombe toujours sur des personnes pareilles. Et à un moment, il faut filtrer. D'accord? Donc là, j'ai envie de vous parler un peu de l'isolement et de la solitude à l'école et de ses conséquences. Donc là, on va passer rapidement, d'accord? Là, je vous fais un topo rapide sur toute la suite. Et en fait, il y a un étudiant qui a dit à une amie à moi qu'il se sentait profondément seul lorsqu'il arrivait chez lui. Et ça, je trouve ça très navrant parce que, en fait, moi aussi, je l'ai vécu. Et par rapport, on va aussi aborder rapidement l'expérience du suicide parce que c'est très important aussi. Mais quand on est étudiant et qu'on se sent profondément seul à l'école. Et j'ai envie de dire, il a dit, je discute avec vous, mais le soir, quand je rentre, je me sens profondément seul. Alors, je parle aujourd'hui à tous ces étudiants ou ces personnes à l'école qui se sentent profondément seuls. Il faut savoir que à un moment, il faut essayer de lutter contre la timidité. Il faut essayer de s'ouvrir aux autres. C'est toujours les mêmes finalement les mêmes techniques. C'est essayer de discuter avec les autres, ne pas hésiter à travailler en groupe quand on peut, et puis favoriser la vie associative, etc. Et finalement, par rapport à cet isolement et à la solitude, si vous repensez un peu à l'isolement émotionnel, imaginez une personne qui ne ressent rien, et là ça pourrait quelque part justifier la facilité de la violence, mais là je pense à quelque chose qui s'est passé en fait aux États-Unis à Parkland. C'est un jeune qui s'appelle Nicholas Cruz qui a commis un massacre, une tuerie dans une école. Il a tué au moins 17 personnes si ma mémoire est bonne. Et j'ai pensé à ce jeune en fait qui était vraiment, je pense, dans un état second dans sa tête et qui était peut-être quelque part dans une situation d'isolement, déjà de l'isolement social, je pense, sentiment de solitude, de rejet et aussi de l'isolement émotionnel. Parce que lorsque vous ne ressentez rien du tout, quand vous tuez des gens comme ça, excusez-moi, mais c'est que vous avez un isolement émotionnel très fort. Vous ne ressentez rien. Et à chaque fois que vous allez
vous retrouvez dans une situation où vous allez voir peut-être un tel a tué, un tel a fait ça. En fait, pensez que ces gens-là ont peut-être un mécanisme mental, neurologique, qui fait qu'ils auront beaucoup plus de facilité à commettre des choses graves parce que de base, ils ne ressentent même pas beaucoup d'émotions, voire pas du tout. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut comprendre en fait et on peut mieux lutter contre ça si on arrive à comprendre comment ça fonctionne. Et je pense aussi finalement au suicide des Amérindiens en Guyane. Il y a beaucoup de jeunes qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin de leur famille, loin de leur environnement. Et ça, on tourne autour de la même chose. On est loin de notre environnement de base, loin de notre famille. Finalement, on est isolé parce que même culturellement, c'est différent. Si on allait à la chasse en forêt quand on est amérindien, maintenant, on va acheter le poulet à Carrefour ou je sais pas où. On est tellement chamboulé, on est isolé peut-être émotionnellement, on est isolé, on se sent rejeté. Résultat, et on va arriver sur le suicide et on va voir que finalement, le fait d'être seul, le fait d'être dans de la solitude va favoriser des comportements destructeurs. Fumer, boire, violence et suicide, malheureusement. Donc, comment lutter contre la solitude à l'école? Comme je l'ai dit, lutter contre la timidité, s'ouvrir aux autres, essayer de discuter avec les autres. Et l'expérience du suicide, finalement, est-ce que l'expérience du suicide est liée à la solitude? Alors, il y a un sociologue français qui s'appelle Durkheim qui nous dit qu'en fait, il y a une sorte de lien fort entre l'anomie. Alors, l'anomie, c'est un terme que moi-même, j'ai du mal à définir. Mais en fait, si vous voulez, c'est comme si on a du mal à satisfaire nos besoins et on ne peut pas les satisfaire. On a une envie qui n'en finit pas. Et cette envie de vouloir absolument satisfaire des besoins que l'on ne peut pas satisfaire nous pousse au suicide. Donc ça, c'est un lien qu'il a vu entre les deux. Et finalement, il y a un lien fort entre l'isolement social et le suicide. Vous voyez? Et aussi, la solitude, elle est liée à la dépression. Et elle est aussi un facteur de suicide. Donc ça veut dire que des personnes qui se sentent isolées, qui se sentent seules, sont plus à même de se suicider. Et voilà, imaginez en fait des personnes qui sont loin. Alors déjà les Amérindiens, mais en plus tous les jeunes qui partent en études, etc., et qui se retrouvent isolés. On peut vite tomber dans quelque chose de grave. Et là, je me dis, qu'est-ce qui favorise la solitude? J'avais pensé aux réseaux sociaux. Finalement, on remarque qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de connexions sociales. Et lorsqu'on en a sur les réseaux sociaux, souvent, elles sont fausses. Et j'ai beau avoir plus de 2000 amis, entre guillemets, sur Facebook, je peux vous assurer que si demain j'ai un problème, les vrais amis, je compte mes vrais amis sur les 5 doigts de la main. D'accord? Donc, c'est pas réel tout ça. Donc, quelque part, les réseaux sociaux favorisent l'isolement, mais en même temps, ça nous aide à rester connectés, j'ai envie de dire, puisqu'on est en contact avec des gens, il y a des interactions, même si elles sont pas réelles, elles sont virtuelles, mais ça lutte un peu contre l'isolement et contre la solitude. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon. Les événements de la vie, les déprimes, ça favorise la solitude. Les choix mal acceptés par la société. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de penser hors de la boîte. J'ai envie de faire des choix qui vont à l'encontre de ce qui est dit dans la société. Donc, on va me mettre de côté. Je vais me sentir seul. Mais sincèrement, si vous savez que vous allez dans la bonne direction et que vous faites quelque chose qui est bon pour vous, faites-le, quitte à aller à l'encontre de la société. Mais ça favorise la solitude, la maladie, comme on le disait, ne pas se sentir soutenu ou validé par les autres. Ça favorise la solitude, mais vous n'avez pas besoin d'être validé par les autres parce que quand vous savez ce que vous valez et que vous connaissez la valeur de ce que vous faites, que les autres vous soutiennent ou pas, vous avancez. Et parfois, les autres ne vous soutiennent pas tout de suite, mais plus tard, ils vous soutiendront. Et ça, vous devez le comprendre et ça aide à lutter contre la solitude. L'absence, le divorce, le deuil, tous ces éléments-là favorisent la solitude. On arrive aux conséquences de la solitude et je pense que c'est la partie la plus intéressante du live. Et on va bientôt finir, en fait. Il y a une étude, en fait, elle s'appelle Naomi Eisenberger, excusez-moi. Elle a fait une étude en 2003 où elle explique que le sentiment d'exclusion sociale qu'on avait créé artificiellement active une zone du cerveau qui s'active lorsqu'on éprouve une douleur physique. Et en fait, il y a le même scientifique, John Cacioppo, qui explique qu'en gros, le sentiment douloureux, là, on va parler de vraiment le sentiment douloureux. Quand je suis seul, j'en souffre physiquement. Elle est liée à 3 choses. La psychologie, le cognitif
et l'émotionnel. Donc, le cognitif, en fait, c'est tout ce qui va être lié à la connaissance et à notre capacité à apprendre, à raisonner, en fait. Tous les processus qui s'activent dans notre tête pour qu'on puisse apprendre et observer, raisonner dans le monde qui nous entoure. 3 choses. Retenez ces choses-là. S'il y a bien 3 choses que vous devez retenir sur ce live ce soir, ce sont ces 3 choses-là qui sont différentes en fonction des individus. La sensibilité à l'exclusion sociale. Et cette sensibilité pourrait être d'ordre génétique. Ça veut dire que certaines personnes vont génétiquement être programmées pour souffrir plus facilement que d'autres face à ce sentiment d'exclusion sociale. Et en fait, il y a un seuil de douleur qui varie en fonction des individus. Et donc, vous allez peut-être souffrir plus, tout simplement juste parce que votre seuil est plus bas. Et s'il est plus bas, la souffrance sera plus rapide et plus intense. D'accord? Donc, génétiquement, vous êtes peut-être habilité et favorable à une souffrance sociale. D'accord? Ensuite, la capacité à autoréguler les émotions ressenties lors d'un ressenti d'isolement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est votre capacité à faire face à la solitude lorsqu'elle interfère avec les processus de pensée. Ça veut dire, je suis seul et je vais me dire, oh non, je suis seul. Ah, mais c'est de ma faute. Ah, mais c'est difficile. Et en fait, c'est quoi? Ça va être votre capacité à trouver des activités ou des pensées qui vont soigner et apaiser ce sentiment de solitude. Et personnellement, je pense que moi, j'ai un très gros point fort là, parce qu'à chaque fois que je suis seul, je trouve toujours une activité, une solution, une justification pour me prouver que même si je suis seul, en fait, c'est qu'il y a une raison, c'est que j'ai du temps pour moi, c'est que je peux faire ceci ou cela. Et certaines personnes vont avoir du mal à combler ce manque-là. Je pense par exemple à ce jeune qui a dit « Quand je rentre chez moi, je me sens profondément seul ». Il a peut-être plus de mal à trouver une activité, à justifier cette solitude et à en faire une force. Donc, vous avez la sensibilité à l'exclusion et à la solitude qui dépend de vos gènes. Vous avez la capacité à autoréguler vos émotions et à voir la solitude comme une force et non pas comme une faiblesse et à trouver des activités. Certaines personnes vont plus s'apitoyer sur leur sort, voir ça comme un échec, alors que certaines personnes vont dire « je suis seul, ça me laisse le temps de faire ça. Je suis seul, ça me laisse le temps de penser comme ça. » Et en fait, les pensées négatives, vous les traitez et vous les remplacez par des pensées positives. Certaines personnes ont du mal à le faire. Et enfin, la capacité à raisonner les attentes et les représentations mentales que vous avez face à cette situation-là. En fait, clairement, dans notre tête, on a des représentations mentales. Ça veut dire qu'on associe des images à des concepts, d'accord? Donc, ça veut dire que dans votre tête, vous allez, donc c'est ce qu'on appelle le cognitif, la capacité à raisonner. Dans votre tête, vous allez vous dire, je suis seul, donc solitude égale, je suis nul, je suis seul, donc c'est de ma faute, la société m'a rejeté, je suis en tort, personne ne m'aime. Ça va être votre définition, l'image que vous aurez dans votre tête, ça va être ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle les représentations mentales. D'autres personnes vont avoir comme représentation mentale dans leur tête, solitude, j'ai du temps pour moi, je peux apprendre à me connaître, je peux utiliser ce temps-là à profit, je peux me reposer, je peux faire une nouvelle activité. Et en fait, les représentations mentales de chacun vont complètement influencer notre capacité à lutter contre la solitude. Donc, retenez ça bien. D'abord, la sensibilité à la solitude. Vous êtes peut-être plus sensible que d'autres personnes, mais ça, c'est dû à des gènes. Qui dit gène dit parents. Ça vient peut-être de la famille. Il y a plein de choses. Ensuite, la capacité à réguler vos pensées de façon à lutter contre la solitude. Quelle est votre capacité à trouver des activités et des pensées qui vous font sortir de cette solitude? Ça, faut travailler dessus. Et enfin, vos représentations mentales. Essayez de plus en plus d'associer la solitude à autre chose que quelque chose de négatif. D'accord? On doit travailler sur ces 2 points-là, puisque génétiquement, si on est atteint, on peut rien y faire. Par contre, on peut travailler sur les 2 autres points. La façon dont on gère la solitude et les représentations mentales qu'on a. Et j'aborderai aussi les représentations mentales par rapport aux préjugés, par rapport au racisme. Comment on voit les choses, comment on associe les choses. Et ça, c'est un travail qui est fait et que la société fait sur nous. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une vidéo ou d'un autre live. Donc, on va pas tarder à terminer. Mais en tout cas, les résultats de tout ça, c'est que la solitude
va en fait favoriser des comportements contre-productifs et autodestructeurs, comme on a vu le suicide, le fait de tomber dans l'alcool, etc. Ça va être très difficile. Et souvent, sous l'effet de la solitude, on sourit moins, on est méfiant, on a une mauvaise interprétation des signaux sociaux. Ça veut dire que plus vous êtes seul, plus vous allez mal interpréter ce que les autres vont vous faire comme signe et vous aurez l'impression qu'en fait, on vous juge, qu'on vous rejette encore plus. Vous allez repousser les autres malheureusement, vous allez être insatisfait, vous allez avoir peu d'estime de vous-même, vous allez être irrité, désagréable envers les autres. Tout ça parce que vous avez une image mentale de la solitude qui vous ronge et qui finalement influence votre comportement et qui crée en fait des actions autodestructrices malheureusement. Et c'est ce qui est triste et c'est pour ça qu'on doit quand même travailler mentalement pour favoriser ce sentiment de solitude et lutter contre lui, mais aussi pour aller plus facilement vers les autres, parce que ça a un impact. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que plus on est seul, plus on aura du mal à en sortir en réalité. Donc, il faut qu'on travaille déjà dans le mental et ensuite qu'on favorise les actions en groupe, aller vers les autres, etc. pour lutter contre ça. D'accord? Et en gros, si vous voulez, la solitude, il y a une distorsion cognitive. Ça veut dire qu'on va avoir une mauvaise interprétation de ce qui se passe dans notre environnement. Vous vous rendez compte de ça? C'est triste. Et donc, quand on est seul, il faut qu'on se dise, attention, je pense à ça comme ça, c'est peut-être pas comme ça. Les signaux que je reçois sont peut-être pas les bons. Et du coup, vous allez créer plus de pensées négatives que de pensées positives. Et vous allez avoir des interactions autodestructrices. Agressivité, hostilité, et ça peut être de la délinquance, de la violence chez les jeunes. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, que j'irai pas plus loin parce que il y a encore, je voulais parler de l'addiction. Il y avait une théorie sur la solitude et l'addiction, mais globalement pour vous dire, c'était en fait dire que le fait d'être seul favorise aussi la volonté d'avoir une addiction parce qu'en fait on veut combler un manque qu'il y a en nous et une personne qui se drogue n'est pas forcément une personne qui est tombée dans la solitude ou dans si vous voulez, dans la rue parce qu'elle prenait de la drogue, mais c'est peut-être parce qu'elle était seule qu'elle a eu un comportement néfaste qui a fait qu'elle a pris de la drogue et que tout s'est enchaîné. Et parfois, on a tendance à juger les gens parce qu'ils sont dans la rue en disant « Oui, mais bon, il prend de la drogue, il fallait pas qu'il touche à ça. » Alors que ce qu'on ne sait pas, c'est que cette personne était déjà isolée, était déjà seule. Et pour combler ce vide qu'elle n'a pas réussi à combler, sachant que ce vide peut être lui-même créé génétiquement, donc vous vous rendez compte que c'est difficile, on prend de la drogue, on prend de l'alcool, on devient violent, on s'écarte encore plus des autres et on termine comme ça. Donc, c'est ça la vérité sur la solitude. En tout cas, pour lutter contre la solitude, il y a des traitements. On a vu la thérapie, la zoothérapie, il y a beaucoup de choses, la méditation. On a vu aussi que mentalement, il fallait essayer de changer ses représentations mentales pour voir les choses différemment. On a vu aussi que il fallait trouver des activités, aller vers les autres, essayer de sourire plus, aller en fait vers une alimentation meilleure, aller vers les autres, et voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais vous dire pour ce live. Donc, merci à ceux qui nous ont regardés. Il y a encore pas mal de choses que je voulais dire en réalité, mais voilà, j'avais un témoignage et puis je voulais aussi revenir sur l'isolement émotionnel avec vous par rapport à tous les retours que j'ai eus sur ceux qui m'ont interpellé sur Instagram parce que je leur ai demandé, pour vous, c'était quoi l'isolement émotionnel? Et du coup, les gens ont proposé des idées, etc. et c'était très intéressant. Et en tout cas, moi, j'ai connu la solitude, j'ai connu ce sentiment-là, j'ai connu cette envie de suicide quand on est seul. Oui, ça m'est arrivé, je le dis, mais j'ai vraiment une capacité à lutter contre ces envies-là et grâce à Dieu et grâce à mon mental que je forge par rapport à un travail, au final, ça va. Et j'ai beau être seul souvent, je me sens très peu seul et j'utilise beaucoup ces moments de solitude pour avancer, pour me former, pour évoluer et au final, pour aller vers les autres et pour rester positif. Donc, écoutez, souriez, allez vers les autres, mangez bien, faites des activités, ayez des pensées positives, luttez pour en avoir et dites-vous que lorsque vous voyez les choses négativement et que vous êtes une personne isolée, c'est peut-être qu'en fait, c'est votre propre isolement et votre propre solitude qui vous force à voir les choses négativement. Ça se joue de manière neurologique. C'est même pas seulement sois motivé, mais tu peux faire ça, c'est que, ah oui, mais génétiquement c'est dur. Et en fait, même neurologiquement,
c'est difficile. Il y a un vrai travail à faire. En tout cas, le sujet est très intéressant et je l'exploiterai encore parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je ferai un sujet sur l'isolement émotionnel et les jeunes et la délinquance et comprendre en fait s'il n'y a pas quelque chose qui est lié entre les deux. Notamment, j'aimerais exploiter cette idée-là en Guyane et aller vers les jeunes pour comprendre s'il n'y a pas un réel isolement émotionnel. Je vous laisse en vous disant d'aller regarder un film qui est très intéressant qui s'appelle Into the Wild, qui est sorti en 2017 et c'est une histoire vraie qui raconte la vie d'un jeune qui est parti, qui a quitté sa famille. Il était riche, il avait tout été dans une grande école de commerce. Il a tout quitté pour aller vivre dans la forêt, pour aller vivre seul. Il a voulu faire un énorme travail sur lui-même. Je vous jure, j'ai regardé ce film. Il y a eu un avant et un après. C'est très touchant, c'est très fort. Et pour le coup, vu qu'on parle de solitude et d'isolement, je vous recommande extrêmement d'aller voir ce film. Et je remercie ma copine qui m'a forcé à le regarder parce que je voulais pas, parce que j'aime pas regarder un film. Je trouve que ça fait perdre du temps, mais je ne regrette pas. Et c'est extrêmement intéressant. C'est une histoire vraie, hein, d'un jeune qui a vécu ça, qui y est resté malheureusement, qui est décédé dans son aventure, mais qui a cherché à retrouver le moi et l'essence de lui-même à travers cette énorme solitude. Et à la fin, on voit que, au final, il se dit que peut-être que c'était auprès de ceux qu'il aimait et que le contact social était peut-être la vraie solution qu'il cherchait et non pas cette solitude. Et le film est excellent. Je répète, Into the Wild, d'accord? J'aurais du mal à le traduire comme ça. Dans la vie sauvage, je pense. Film sorti en 2007. Into the Wild. Regardez-moi ce film et vous m'en direz des nouvelles. C'était Alan Motivation sur Radio Mayuri Campus. Donc, retrouvez-nous 107.6 FM sur la Radio Mayuri Campus en rediffusion toute la semaine et 89.2 sur la fréquence Saint-Laurentaise. Vous pouvez nous retrouver toute la semaine qui suit le live à 21h et également le week-end qui suit le live à 18h. Et on se retrouve pour le week-end prochain pour un thème que j'aimerais aborder avec vous qui est l'entrepreneuriat en Guyane, mythe ou réalité. Donc suite à un post que j'avais mis qui a fait parler, on s'est dit que c'est difficile d'entreprendre en Guyane. On dit souvent que le Guyanais fait couler le Guyanais, que le Guyanais n'aime pas voir avancer le Guyanais. Écoutez, on va probablement en parler le mois prochain, dernier dimanche du mois d'avril, et on va essayer d'aborder ces questions-là. Comment entreprendre en Guyane? Est-ce qu'en tant que Guyanais, on a envie d'aider l'autre Guyanais à avancer? Est-ce qu'on est prêt à investir, à faire tourner une économie guyanaise, à favoriser les entreprises guyanaises qui développent du local? Est-ce qu'on est prêt à développer une économie locale? Quelles sont les structures qui nous aident? Quel est le rapport du Guyanais au Guyanais, à lui-même, à sa culture? Bref, autant de choses que j'aimerais aborder avec vous. Donc, je vais réfléchir et je vous demanderai, comme d'habitude, s'il y a un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Et en tout cas, je remercie ceux qui m'ont dit d'aborder ce sujet sur la solitude parce que j'en ai appris beaucoup. Et retenez ces choses-là sur la solitude et allez voir le film Into the Wild. À très bientôt sur Radio Mayuri Campus. C'était Alan Motivation. Passez une très bonne soirée. Ciao, ciao la Guyane et ciao, ciao le monde.